on a eu la chance d'accueillir un joueur professionnel, Guillaume Moulec, avec Ouais. nous l'année dernière. Et c'est vrai que c'était un plaisir de voir un garçon à qui on expliquait ce qu'on voulait faire et qui l'appliquait tout de suite. Et même mieux que ce qu'on lui expliquait. Tu vois. Et donc, j'ai pu mesurer l'écart qu'il y avait avec un niveau de compréhension de consignes, parfois un peu plus difficile à appréhender pour des joueurs qui parfois n'ont pas cette culture. Voilà. Bon, c'est vrai que le niveau district est très hétéroclite en termes de culture de jeu. J'ai des jeunes joueurs, moi, qui arrivent de catégorie jeune, qui n'ont pas eu la chance de jouer à des niveaux ligue et qui ont connu la deuxième div, la troisième div en 15 ans, en 18 ans. Et c'est vrai que quand on les teste un peu sur le niveau DSD, bah déjà il y a un écart, il y a une appréhension de la vitesse, une appréhension de l'adversaire, du mouvement, de l'engagement physique, et puis de la vitesse de jeu qui est différente. Et après, alors quand on en vient à des mouvements collectifs, de repli collectif, de déploiement, il faut vraiment prendre son temps avec des petits aimants, en démontrant, en montrant. Donc Et tu fais des parfois, rappels sur tableau aussi. je fais des rappels sur tableau. Mais parfois, ça va à l'encontre même de leur propre conception, et il faut se bagarrer pour convaincre Hmm. de l'intérêt. Je pense notamment à des déplacements de latéraux dans l'engagement d'une phase offensive. Si on les écoutait, les deux latéraux participeraient, il ne resterait plus que l'arrière central. Ouais. Voilà. Tu seras un ou deux derrière. Ah, et pour convaincre de l'intérêt, parce que alors ils ont vu à la télé le PSG avec Kurzawa ou Maxwell et de l'autre côté Aurier, qui sont effectivement très hauts, avec juste les deux arrières centraux, Thiago Silva et puis je ne sais plus lequel joue à côté, Marquinhos. Alors effectivement, il y a le Thiago Motta qui vient, qui fait une ligne de 3, puis le Thiago Motta, il rayonne. Mais moi, le jour où j'ai Thiago Motta à Trélière, très bien, il n'y a aucun problème. D'accord. J'ai d'excellents milieux de terrain, mais pas qui permettent d'avoir les deux latéraux hauts là-haut. Si haut, ouais. Mais parce qu'eux le voient à la télé, alors ils disent, bah si, c'est comme ça que ça se joue le foot. Bah, ça se jouera comme ça le jour où tu auras le niveau d'un Thiago Motta. Ouais, Quand tu les n'as pas le niveau de capacités, Thiago Motta et la capacité à maîtriser le ballon, à le tenir, bon, bah, on prend un peu plus de sécurité. Parce que ça peut être qu'un niveau district, on a des attaquants en face qui ont une efficacité, une rapidité, et si on est mal positionné, eh ben, la seconde qu'on travaille à l'entraînement ou le mètre qu'on travaille à l'entraînement qu'on n'a pas là dans le placement, bah, ça fait ficelle. Hein. Ça, c'est des choses, c'est la base, hein, c'est par là que je commence. Hein. Ouais. Tout ce qui est bloc équipe, ligne de récupération, c'est vraiment en août, quand je récupère un groupe senior, on commence par là. Hein. D'accord. C'est à quel niveau on récupère le ballon, comment est-ce qu'on se replie quand on n'a pas la balle. Moi, je suis chantre d'un foot offensif, mais pour pouvoir faire du foot offensif, il faut l'avoir le ballon. Mm. Et donc d'abord, nous, on travaille à comment on le récupère. Et comment on le récupère en faisant le moins d'efforts possible, en étant bien positionné, et pour pouvoir être lucide une fois qu'on a récupéré le ballon, pour ne pas le rendre tout de suite à l'adversaire. C'est quoi, Et- plus pressing à la perte ou Oui, timing, c'est ça. On a, enfin, selon- on a des règles très précises de zones où on doit récupérer le ballon, de moments où on doit déclencher le pressing, et ça, on le travaille à l'entraînement, ça. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est même le travail de base. À partir de ça, si c'est bien fait, alors on peut aller explorer d'autres sujets, d'autres thématiques de développement du jeu, à 2, à 3, à 4, dédoublement, transversal, tout ça. Mais tant qu'on n'a pas le socle de l'organisation pour récupérer le ballon et pour bien l'utiliser, pour bien le sortir au départ, alors si on n'a pas ça, on n'a rien, quoi. Enfin, en tout cas, selon moi, c'est pas une vérité, c'est juste la mienne. Et là, du coup, on est en octobre, c'est la période, on va dire, post-préparation physique. Ça fait déjà Ouais. un mois qu'on a repris les compétitions. Et c'est une période qui est assez compliquée à gérer dans les clubs amateurs, on va dire, parce qu'il y a souvent beaucoup d'absents en août-septembre même. Ouais. Du coup, c'est quoi une bonne prépa physique en district? Tes premières séances d'entraînement, on va appeler ça plutôt comme ça. Et comment tu gères tout ça? Alors, on a une première phase de préparation athlétique qui n'est pas que athlétique d'ailleurs, qui est aussi technique et tactique, puisque justement parce qu'on n'a pas le temps et qu'on n'a pas beaucoup de séances, finalement, il faut qu'on intègre directement le ballon et l'organisation tout de suite. Et donc il faut faire des séances qui soient un peu complètes. Néanmoins, il y a une exigence dans le travail athlétique à fournir sur 5 semaines, donc les joueurs le savent, ça ne leur fait pas plaisir, mais j'observe qu'ils sont quand même là assez présents à Trélière en tout cas, parce qu'ils ont compris les bienfaits de ce que ça pouvait avoir. Ils ont compris que ça leur permettait de s'exprimer plus librement. Et donc cette phase, j'ai pu l'évaluer, puisque la première année j'ai été très exigeant, il y a eu de la casse,
Voilà. J'ai sans doute fait des erreurs dans le dosage, j'ai fait sans doute des erreurs dans la programmation, et donc au fur et à mesure du temps, on affine tout ça. Et en fait, cette première phase de préparation qui était avant sur 5 semaines, désormais je la fais sur 8 semaines. D'accord. Je la fais sur 8 semaines et je l'étale. Et on vient juste de la terminer. Voilà. On avait repris le 15 août, on vient de la finir quasiment au 15 octobre. Parce qu'il faut aller au moins jusqu'au mi-décembre. Et en faisant une préparation trop courte, d'abord j'avais pas tous les joueurs, pour commencer. Et puis ensuite j'observais qu'on était très bon jusqu'à... Enfin on était très bon. On était performant jusqu'à mi-novembre et on avait toujours ce fameux trou de début mi-novembre à début décembre. Ça l'a fait 2 saisons, c'est ma 3e saison d'entraîneur et donc j'ai décidé de faire évoluer le schéma, de ne pas rester sur mes acquis, même si on avait des résultats, de se dire est-ce qu'on peut faire mieux? Et si on peut faire mieux, essayons. Et donc j'ai testé là une préparation plus progressive, plus douce et on va dire plus travaillée, plus fine, voilà. Moins exigeante dans l'intensité, réduite sur 4 semaines. On voit dans les différentes questions qu'on a abordées sur le jeu que tu as une conception du foot, que ce soit sur la gestion du groupe, sur la gestion de tes exercices, tes ambitions de jeu. Mais si on s'intéresse plus à l'entraîneur, à toi, comment tu es sur le banc? C'est quoi ta posture? Est-ce que tu es très présent? Est-ce que tu es debout à haranguer ton équipe? Ou est-ce que tu es plus dans l'observation et tu te dis que le travail a déjà été fait? Je suis trop à mon goût dans un rôle à la Diego Simeone, à être trop debout, à être trop dirigiste, sans doute parce que je suis un jeune entraîneur et que quelque part je suis encore joueur et j'ai envie d'être avec mes joueurs au-delà simplement d'être assis sur mon banc. Et donc je suis assez indicatif à les soutenir. J'ai plaisir à me taire, même si ils regarderont cette vidéo et ça va les faire marrer, pour les regarder. Ne rigolez pas. J'ai plaisir à me taire, mais c'est vrai que l'intensité d'un match fluctuant beaucoup, dans les moments de faible intensité, j'ai besoin qu'ils sentent que je suis avec eux, j'ai besoin qu'ils ne perdent pas confiance en leurs moyens, et pour pas qu'ils perdent confiance en leurs moyens, j'ai besoin de les rappeler, de les encourager, de les applaudir, parfois de les haranguer quand je vois que ça commence à baisser d'intensité et qu'ils sont eux-mêmes acteurs de cette chute d'intensité, pour garder un engagement. Et j'étais un joueur engagé, j'étais un joueur qui dévorait le ballon, l'espace, je ne rechignais pas dans un rôle de 6 à aller chercher le ballon dans les pieds de l'attaquant ou dans les pieds de mon numéro 10 adverse. Et donc entraîneur, j'ai parfois du mal à rester assis sur mon banc, mais mon adjoint Carlos Roig, qui est un entraîneur réputé de la Ligue, qui a notamment été entraîneur à Trélière mais à la Chabossière pendant des années, me tempère, m'envoie du sang-froid. Mais c'est vrai que je vis le foot et je ne sais pas comment font les entraîneurs pour rester inactifs. Alors je suis pas comme Zizou à me jeter sur le banc de touche et à craquer mon pantalon en mimant une passe, mais j'en suis pas loin. Et il y a des bouteilles d'eau qui volent parfois et il y a des bonbonnes de froid qui dégagent parce que je suis en prise. Bon, voilà. Mais je travaille. Je suis moins moins éruptif que j'ai été. Ouais. Déjà. Du coup, le fait d'en parler là à froid, est-ce que tu te rends compte que c'est peut-être pas forcément une super attitude? Oui. Enfin, Oui, qu'elle doit être tempérée, tu vois. Je me rends compte notamment quand je vois mes attaquants qui ratent un certain nombre d'occasions. Je me dis, mais si j'étais peut-être moins éruptif, s'il y avait plus de sérénité dans parfois mon phrasé, dans ma présence auprès d'eux, alors il y aurait peut-être plus de calme pour réaliser le bon geste. Mais bon, la nature parfois reprend ses droits et oui, je suis sans doute trop présent. Mais j'ai eu l'occasion de croiser des coachs un peu plus âgés. J'ai observé notamment le coach du Croisic, M. Breret, dont j'ai pu apprécier le sang-froid, malgré que le match, il y avait de l'engagement. Il y a notamment le coach de la Chabossière, M. Constantin, des garçons qui ont... alors j'espère qu'ils m'en voudront pas s'ils regardent la vidéo de dire qu'ils ont roulé leur bosse. Donc ils ont le recul, ils savent quand appuyer leur discours et quand se taire. Et moi je travaille ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que mes joueurs qui travaillent, je travaille aussi. Ouais. On en reparlera tout à l'heure justement. Ouais. Et comment tu procèdes quand tu sens ton équipe est en train de perdre le fil, et qu'elle est moins à l'écoute et que tu es en train de la perdre? Je sais pas, dans ton vestiaire par exemple, tu sens que
un message que tu essayes de passer depuis quelques semaines, où tu as passé en causerie de début de match, tu sens à la mi-temps que c'est pas passé du tout et qu'ils sont pas réceptifs. Alors j'ai la chance que ça ne se soit pas produit trop souvent. Et ça s'est produit une fois et je pense qu'ils s'en souviennent, puisque du coup j'avais annulé une séance et j'avais provoqué un regroupement de tous les joueurs pour qu'on parle et j'avais livré ce que j'avais sur le cœur parce que j'avais des choses qui passaient pas, que j'avalais pas dans les comportements individuels notamment, que je trouvais qui n'étaient pas respectueux du groupe, notamment de joueurs qui sont censés porter le groupe. Voilà. Mais je n'ai pas eu ces sensations de perdre mon groupe. J'ai rarement senti ça et je pense que je le vivrais assez mal. Je me poserais vraiment la question de savoir ce que je fais, si je suis toujours légitime et si eux ont autant envie d'être avec moi que moi j'ai envie d'être avec eux en fait. Donc je n'ai pas eu cette expérience-là, si ce n'est une fois, et qui ne correspond pas vraiment au cadre de la question, mais par le dialogue de toute façon, quoi, par le discours, par l'éveil, en disant attention les gars, là on n'est pas sur le bon chemin. Mais j'espère ne pas le vivre parce que j'imagine que ça doit être particulièrement déstabilisant quand on est entraîneur. Ouais. Dans ta réponse, justement, tu disais que tu te remettais en question. Oui. Et puis on le sent à travers l'interview, tu as cette constante envie de progresser. Et c'est la qualité de l'entraîneur principal. Oui. La remise en question. La remise en question parce que on a beau faire une semaine d'entraînement super. Le match, on peut être super dans l'engagement, on peut bien jouer, et puis boum, on finit à 2-2 à la fin du match, quoi. Là, j'ai un souvenir assez précis d'un match l'année dernière contre l'UF Saint-Herblain. Je connais bien. Voilà, je crois que tu connais bien. Où à domicile, on gagnait 2-0, on aurait pu gagner de manière beaucoup plus large. Et en fait, à la fin du match, ils ont mis un but un peu de raccro à la 88e et ils ont égalisé à la 92e. Et je pense qu'à ce moment-là, on était premier du championnat. Et voilà, il y a eu un effet de basculement. Voilà. Bon, ça leur a pas empêché de nous mettre une volée au retour. Hein, donc, mais ils sont dans notre groupe cette année, donc j'aurai plaisir à les retrouver. Et justement, comment tu fais toi pour progresser, pour t'améliorer? Est-ce que ça passe par des échanges avec les autres entraîneurs, des lectures? Ça passe par Internet, des vidéos sur YouTube, parce qu'on trouve maintenant un contenu assez varié. Alors, ça passe par des échanges avec des entraîneurs avec qui je vois que je partage la même vision du foot. Voilà. Je pense à l'entraîneur de la réserve de Nord-sur-Erdre, Tony Auger. Je pense à d'autres avec qui j'ai eu plaisir à dialoguer. Oui, j'échange, mais on échange avec ceux avec qui on a l'impression qu'ils peuvent nous apporter quelque chose. Il y a tellement de foot différents, il y a tellement d'approches différentes, et puis il y a une forme de pudeur entre les entraîneurs. Voilà. Ou bien il y a un feeling qui passe et on échange, ou bien il n'y a pas de feeling particulier, donc c'est compliqué de se confier. Voilà, je pense à Christophe Lefebvre, qui était l'entraîneur de Saint-Sébastien et qui est désormais entraîneur à Couëron, avec qui, quand on se rencontrait, on avait plaisir à surtout échanger sur nos difficultés, peut-être moins sur le jeu, mais plutôt sur le rôle et sur nos difficultés au quotidien. Voilà. Parce qu'on se sent un peu seul parfois. Moi, j'ai la chance d'être entouré d'une équipe, d'un staff super. J'ai la chance d'avoir un bureau qui est à mon écoute, mais n'empêche que le choix, ça reste toujours l'entraîneur. Et j'essaye de ne pas vivre dans cette solitude et d'être dans l'échange avec justement mon staff. Mais à un moment donné, il y a forcément un retour sur soi, quoi, qui est compliqué. Et donc, pour être dans l'échange avec les autres coachs, il faut parfois vaincre un peu la pudeur, de se dire j'y arrive pas, et toi est-ce que tu y arrives? Et pour ça passe par le feeling, quoi. Après oui, je lis beaucoup, je suis un lecteur assidu c'est très bien. de ton propre site. J'ai donc plaisir aujourd'hui à non plus pouvoir le lire, mais à être acteur. Voilà. Merci beaucoup. Et puis du coup, oui, j'ai pas mal de lectures. Je pensais notamment à tout à l'heure tu me parlais de références. J'ai lu quelques bouquins, notamment de Michel Rinus, qui est le fondateur du football total. Ce que fait forcément Guardiola, on a envie de lire. Voilà. Ce qu'a fait Ciodo, j'ai notamment lu son interview qui, je pense, a fait beaucoup d'émules là, dans le magazine Vestiaire, dont je suis abonné, qui était excellente. Et forcément, ça nous marque parce que, d'abord, moi j'étais un jeune supporter du FC Nantes, donc ça reste pour moi une figure tutélaire. Mais oui, je lis, j'échange. Et je réfléchis beaucoup. Et avec mon staff, voilà. Notre plaisir à nous, c'est plus de taper dans le ballon, c'est de se creuser les méninges pour mettre nos joueurs dans la meilleure disposition.
Et si on ne fait pas ça, je pense qu'on passe à côté du plaisir d'être entraîneur, mais je ne peux pas imaginer qu'il y a des entraîneurs qui ne soient pas dans cette dynamique-là. En fait. On parle beaucoup de l'entraîneur de district à travers ton interview. Ouais. On n'a pas parlé de cette notion de temps. Ouais, c'est ce qui manque le plus. Ouais. Voilà. C'est ce qui manque le plus parce que eux-mêmes, les joueurs, n'ont pas le temps. Et donc, si y a des déficits de temps des deux côtés, on arrive à la fin à un travail un peu lacunaire ou imparfait, ou en tout cas où on pourrait se dire qu'il y a une marge de progression, sauf qu'on n'arrive pas à la résorber, cette marge de progression. Et donc, on est souvent un peu frustré. On parlait tout à l'heure de dispositifs vidéo. Voilà, ça, c'est des choses que j'aimerais expérimenter. Mais après, il me faudrait le temps pour l'exploiter. Il me faudrait le temps d'abord pour savoir utiliser les outils, parce qu'il n'y a pas dans le club de Trélière, encore que je n'ai pas fait la recherche, de gens qui savent ou qui seraient intéressés pour manier ça. Il n'y a pas de, genre je vais dire des trucs un peu grossiers, mais on n'a pas de personnel qui pourrait aller superviser les adversaires. Moi, ça m'intéresserait de préparer le match par rapport justement à des faiblesses ou des atouts de l'adversaire. Voilà, je n'ai pas de préparateur physique. Moi-même, je ne suis pas un préparateur physique et tout à l'heure, j'ai confessé des erreurs et sans doute qu'il y a des blessures qui ont été occasionnées par manque d'appréhension du sujet. Donc, le temps, principalement. Et je dirais même qu'il n'y a que ça qui manque. Voilà. Parce que quand on a la passion, même ça, on finit par le résorber. On est insatisfait, mais voilà, la passion prend le dessus sur ce déficit de temps. Parce que c'est pas un problème d'argent. Voilà. C'est pas un problème de manque de dialogue ou un problème de manque de gens. Si on sait discuter avec des gens, on sait les faire venir à soi, on sait les intéresser, on sait les motiver et ils restent. Donc c'est pas non plus un problème de manque de personnes. C'est un problème de temps pour pouvoir parler, échanger, corriger, évaluer. On n'a pas assez de temps. Puis du coup, moi j'ai un métier aussi, j'ai une vie de famille, j'ai une copine, une amie avec qui je vis. Et d'ailleurs, je lui dis mon chapeau parce qu'elle supporte mes absences répétées. Elle ne sait pas quand ça va s'arrêter. Voilà. Je pense qu'elle espère qu'un jour j'arrêterai, peut-être. Enfin, elle ne me le dit pas comme ça. Mais du coup, voilà, faut tout penser, faut tout ménager. Bon, c'est le foot de district. Voilà, on manque de temps, mais on manque pas d'idées. On peut manquer aussi d'énergie parce qu'une saison c'est 10, 11 mois. Est-ce que les joueurs, est-ce que tu sens que les joueurs des fois ils oublient aussi que toi aussi t'es pas juste un entraîneur, t'as un bonhomme derrière qui a une vie et que des fois tu peux avoir des coups de moins bien aussi. Faut être honnête, quand j'étais joueur, je me suis jamais posé la question. C'est pour ça que je te pose la question parce que. Et donc, en parallèle, je suis persuadé qu'ils ne se posent pas la question. Donc je ne leur en veux pas, mais parfois je trouve qu'ils sont injustes ou un peu durs, c'est sûr. Ou ils sont très exigeants. Parfois on est peut-être un peu moins dans l'énergie pour animer une séance. Et alors qu'un exercice serait super si on était au top de sa forme, peut-être qu'on l'anime un peu moins, ça marche moins bien, on a moins envie de le corriger. Il pleut, il fait froid. Et c'est vrai que sans doute qu'on n'est pas toujours dans l'énergie. Mais là aussi, ça serait intéressant de savoir ce que mes garçons pensent. Mais je pense que s'il y avait un truc qu'ils pourraient dire sur moi, c'est que je manque pas d'énergie. J'ai la chance d'avoir une constitution assez forte et je rate pas d'entraînement. Et vu que j'ai plaisir à y aller, quand j'y suis, je m'écarte, quoi. Ouais. Voilà, je m'éclate. Une bulle d'oxygène aussi. Ouais, c'est une bulle d'oxygène. Et puis, c'est ma marotte, quoi. C'est mon hobby. C'est une religion, une passion, quoi. Ouais, je dirais pas jusqu'à la religion, mais c'est une passion, ouais. C'est une passion. Et par rapport à cette génération de joueurs, tu disais qu'ils n'avaient pas forcément conscience, mais toi aussi, à l'époque, tu le disais aussi. Est-ce que tu sens qu'il y a une différence d'approche du football avec cette génération actuelle de footballeurs de 20, 30 ans Alors, je ne suis pas du tout apôtre du discours, puisqu'on parle de religion, je ne suis pas du tout apôtre du discours, c'était mieux avant, tout ça. Moi, je suis un joueur né en 80, donc je suis arrivé en catégorie senior, j'ai commencé à l'âge de 17 ans, et donc à 17 ans, je jouais avec des garçons qui étaient nés à la fin des années 60. Voilà. Donc dans ce spectre entre les joueurs nés à la fin des années 60 et ceux qui sont nés en 98, là, il y a quand même quelques générations. Je ne peux pas dire que les générations d'avant sont meilleures ou moins bien dans l'appréhension du foot que celles d'aujourd'hui. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'il y a une diversité sans doute des sujets ou des sollicitations sans doute un peu plus grande et qu'aujourd'hui des joueurs qui font du foot, quand ils s'investissent, il y a d'autres choses à côté. Voilà. Quand j'étais entraîneur de 15 ans, c'était régulier que j'avais encore des joueurs à 15 ans qui faisaient du judo et du foot. D'accord. Ou qui faisaient du judo et de la musique. Voilà.
Ça, c'était au début des années 2000-2005, quand j'étais entraîneur des 15 ans. Quand j'étais joueur à 15 ans, donc en 95, à Orvaux, voilà, c'était 3 entraînements par semaine. Foot. Et les mecs, c'était foot, quoi. Allez. Voilà. Et on ratait pas un match. La Ligue des Champions, c'était tous les soirs, enfin dans les soirs de la semaine. Aujourd'hui, il y a tellement de matchs à la télé que du coup, il y a une overdose. Et que oui, il y a peut-être une attention qui est un peu moins présente. Quand j'étais joueur senior, le FC Nantes, nous on y allait à la Beaujoire. Et c'était rare qu'il y ait des joueurs qui aillent pas à la Beaujoire. Aujourd'hui, si je fais un sondage dans mon groupe senior, je suis pas sûr que tout le monde y aille, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, je veux pas être dans un jugement de valeur en disant que c'était mieux avant, voilà, tout ça. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que la société a changé, que les sollicitations sont diverses, plus grandes avec les médias sociaux, tout ça, et que il y a plus d'intérêt. Et sans doute que ça fait des gens qui sont plus ouverts aussi à la société, à beaucoup d'autres sujets. Donc c'est peut-être aussi au moins aussi intéressant, voilà, de ne pas être monosujet, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je ne ferai pas de jugement de valeur dessus. Il y a sans doute une passion peut-être un peu moins exacerbée, mais je dirais pas que c'est moins bien, je dirais que c'est différent. Ok. Et si un jeune aujourd'hui vient te voir, il dit j'ai envie d'être entraîneur comme toi, tu lui conseilles quoi? Tu lui dis quoi? Arrête tout de suite. Non, je rigole. Non, je l'encourage, mais on a la chance, nous, à Trélières, d'avoir beaucoup de jeunes seniors qui s'y mettent depuis 2-3 ans. Là, moi, quand j'étais jeune senior, il y en avait quelques-uns qui s'y mettaient. Là, je dois avouer qu'il y en a un qui démarre, et hop, c'est la bande de potes qui y va, quoi. Et ils s'y mettent à 4, 5, et donc je les salue, hein, parce que c'est vraiment un super. Et certains mordent, et j'espère que certains voilà, vont mordre dans le temps. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils ne le voient pas souvent, mais moi, j'arrive à l'entraînement, et eux sont sur le terrain avec les jeunes. Et alors que c'était des garçons chez qui j'avais pas forcément décelé d'appétence pour éduquer ou entraîner, j'aime bien les entendre dire des choses que moi je leur dis quand ils sont avec moi dans le groupe. Voilà. Tu te dis que ton message finalement il passe. Ouais, alors il est dit de manière différente, il est dit à leur façon, et de toute façon je réclame pas, je revendique pas un copier-coller. Voilà. Mais je vois que le fait qu'eux-mêmes soient dans la posture d'expliquer le jeu ou de le transmettre des consignes, eh ben, je vois que dans leur compréhension de ce que moi je leur dis, hop, ça va plus vite. Et je vois des progressions de joueurs assez intéressantes, parce qu'ils sont confrontés du coup à un dialogue qui passe pas forcément bien avec leurs propres joueurs, et du coup quand eux redeviennent joueurs, ils disent « Ah ouais, mais attends, parce que moi je réagissais comme ça, mon coach a dit ça, moi j'avais dit ça à mes propres joueurs, ah ouais, il m'a dit ça, mon coach, ah mais attends, alors... » Et hop, ça y est, je vois qu'il y a des trucs qui se mettent en place. Et dans les politiques de club, c'est vrai qu'on se contente souvent de réduire à nos joueurs le fait d'aller animer des séances d'arbitrage une fois dans l'année. Je pense qu'on devrait être plus ambitieux. Je pense qu'on devrait leur imposer de venir animer des séances. Voilà. Et je pense qu'on gagnerait d'avoir des jeunes seniors qui soient plus adaptés aux propos d'un coach si eux-mêmes s'étaient mis dans la posture d'un coach. Mais ça reste des éléments d'un projet club qui reste à écrire. Voilà. On arrive à la fin de cette interview. Il reste encore déjà, ouais. 2 petites questions encore. C'est quoi tes ambitions personnelles, enfin footballistiques personnelles, ton futur? Je suis beaucoup moins expérimenté que beaucoup d'entraîneurs qui auraient pu être à ma place aujourd'hui pour transmettre leur expérience. Et donc c'est ce que tu disais d'ailleurs dans la première réponse que tu m'avais fait pour la sollicitation de l'interview. Je te disais que je pouvais, que moi je me sentais pas forcément à ma place pour pouvoir donner une parole, parce que je pensais que tu voulais quelque chose qui soit proche d'une forme de vérité. Non. Moi je suis en construction. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est très bien. C'est les entraîneurs en France. Voilà, c'est ça. Et donc moi je suis un entraîneur en construction. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai cité des noms d'éducateurs que je rencontre le dimanche qui, à mon avis, ont aussi une forte expérience. Donc moi, je suis un entraîneur en construction. Donc j'ai besoin de progresser. Et c'est vrai que quand on est investi dans un club, même si on lit, même si on rencontre, même si on échange, il nous manque le recul. Voilà. Et je sais pas quand est-ce que va finir mon expérience à Trélières, peut-être en fin de saison, peut-être dans un an, mais je m'accorderai 1 an, je pense, pour aller voir d'autres clubs. Par exemple, j'aimerais bien aller observer Eddy Capron à Sautron, parce que je sais qu'il fait un travail de qualité. J'aimerais bien aller observer Denis Calès à Couéron. Alors, ce sont des gens que je connais pas. Enfin, Eddy Capron, je l'ai eu au téléphone. De Monsieur Calès, j'ai jamais eu. Et ce sont des gens dont j'entends parler, et je sais qu'ils développent un foot qui, moi, m'intéresse. Et ce sont des gens vers qui, humblement, j'irais juste pour poser les plots, quoi, pour observer. Voilà, il n'y aurait plus d'entraîneur de Trélières. C'est vrai que quand on est entraîneur, on a l'impression d'avoir une posture, une stature qui fait que parce qu'on parle, on a la vérité. Non, moi je suis pas là-dedans. Moi au contraire, je suis un entraîneur en construction. Il y a des gens
envers qui j'ai envie d'aller. Et j'attends impatiemment que Philippe Camus reprenne une équipe, par exemple. J'espère qu'il entendra le message. Il verra. Tu sais, le but final de l'interview, c'est d'aller interviewer Sir Alex. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Est-ce que tu le connais du coup? Oui, bien sûr, j'ai son numéro de téléphone là. Merci. Impeccable. Merci Mickaël pour l'interview. Bon, merci à toi.